Bonjour. Si les Français se targuent de bien connaître leurs écrivains, ils ignorent superbement leurs savants. Pourquoi ce clivage? Et les élites, les gouvernants eux-mêmes, ont-ils définitivement perdu ce goût de l'innovation et de l'aventure qu'ils cultivaient jadis dans leur salon ou dans leur cabinet? Science et histoire, science et littérature, science et religion, où en sommes-nous en France avec ça, à l'heure où les modèles anglo-saxons sont de plus en plus dominants? Alors mes invités aujourd'hui, ce sont Michel Lagré. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Rennes, Rennes 2, spécialiste de l'histoire culturelle et religieuse. Vous nous proposez un essai, La bénédiction de Prométhée, sous-titre Religion et technologie. Un titre plus exact serait peut-être Catholicisme et technologie, mais on y reviendra. Et c'est chez Fayard. Votre lecteur, Alain Ouzio. Vous êtes pasteur de l'Église réformée, docteur en philosophie et en théologie. Je sais que vous préparez un ouvrage collectif avec des théologiens et des savants qui sortira prochainement chez Albin Michel, sous le titre Science, conscience et sens. C'est ça, oui. Vous êtes sûr du titre? Oui, oui. Enfin, oui. Sens, science, moi je changerai le titre, mais bon. Ah bon? Jean-Pierre Luminet, vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Meudon, directeur de recherche au CNRS. Alors votre livre sur les trous noirs paru au Seuil est publié dans de nombreuses langues, y compris en chinois. Vous êtes aussi auteur de poèmes, mais cette fois c'est un roman et des plus aventureux que vous nous proposez, Le rendez-vous de Vénus chez Lattès. Votre lectrice Anne Bernard-Gély, vous êtes ingénieure en chef des ponts et chaussées, polytechnicienne, haut fonctionnaire au ministère de l'Équipement. Vous êtes l'auteur d'un cours sur les ponts célèbre, très connu des étudiants, je le montrerai tout à l'heure. C'est celui qui ouvre le livre. Il y en a un autre que j'ai découvert aussi, j'avoue que je ne connaissais pas vraiment sur sa vie, c'est Henri Poincaré, qui est un personnage beaucoup plus discret que des hommes de cap et d'épée, comme Paré. C'était le cousin de l'autre, là, du président de la République, mais c'est un personnage assez fascinant, une sorte d'esprit universel qui connaît toutes les formes de mathématiques, et en plus, qui a le talent du vulgarisateur. C'est assez extraordinaire d'avoir un génie qui sache en plus présenter ses découvertes de manière, je crois, assez simple, dans des livres que je n'ai pas essayé de lire d'ailleurs, enfin peut-être qu'il faudrait l'essayer, qui est donc un vulgarisateur et en même temps un génie de tous les domaines des mathématiques, et en outre, qui a, semble-t-il, eu l'intuition de la relativité. Alors on parle beaucoup d'Einstein, mais qui a commencé la théorie de la relativité avant Einstein. Je puis vous confirmer que parmi les scientifiques professionnels, Poincaré occupe l'une des toutes premières places dans la science du XXe siècle, non seulement prodigieux mathématicien, mais prodigieux physicien, aux intuitions fulgurantes, très à l'avance sur son temps. Mécanicien traité de mécanique céleste absolument irremplaçable. Il a aussi inventé en quelque sorte les théories du chaos, dont on parle énormément aujourd'hui, et également il a été précurseur dans la théorie de la relativité. Je ne sais pas s'il a été un petit peu caché par son cousin, le président de la République, sans doute. On a parlé davantage du président que de lui-même, mais c'est vraiment un personnage. En même temps, c'était un enfant difficile à l'école, on pensait qu'il était... Vous parlez de génie, mais ce qui devrait rendre prudent certains scientifiques aujourd'hui, c'est que lorsqu'il a passé les tests de Binet, il a été caractérisé comme un imbécile vous dites, parfait. Binet venait d'inventer les tests pour évaluer l'intelligence. La performance de Poincaré le classa franchement dans la catégorie des imbéciles. Je crois parce qu'il parlait plus, il pensait plus vite qu'il ne parlait. Absolument. Il ne savait pas faire un rond. Et il savait très mal dessiner, ce qui a failli lui valoir son admission à zéro à Polytechnique. C'est-à-dire qu'il est passé, où il était éliminé, où il était premier, il était premier. On passe à Jean-Pierre Luminet. Alors, Le rendez-vous de Vénus. Alors c'est un roman, hein. C'est un roman. C'est un roman. Votre narrateur est un mathématicien, astronome du siècle des Lumières. Mais d'abord, expliquez-nous le titre. Le rendez-vous de Vénus. Le rendez-vous de Vénus. Le titre fait allusion à un rendez-vous astronomique exceptionnel du XVIIIe siècle, qui est le passage fugitif de la petite planète Vénus devant le gros corps rond de Phébus, c'est-à-dire devant le Soleil. Alors pourquoi cet événement est-il exceptionnel? Bien d'abord parce qu'il est très rare. Vénus ne passe que 2 fois par siècle devant le Soleil à 8 ans d'intervalle. Ce sont donc des occasions que les astronomes n'ont pas envie de rater. Et puis ces passages de 1761 et 1769 qui sont racontés dans cette aventure permettent pour la première fois dans l'histoire des sciences de mesurer ce qu'on appelle en termes barbares la parallaxe du
du Soleil et en termes plus simples, la distance de la Terre au Soleil, en unité de tous les jours, disons les lieues. Donc l'enjeu était exceptionnel sur le plan scientifique. Alors, votre narrateur, il s'appelle Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande. Il est né à Bourg-en-Bresse en 1732, mort à Paris en 1807. Qu'est-ce qu'on lui doit ? Il n'est pas dans le dictionnaire de Sartori. Lalande est un personnage multiforme. Oui, mais il y a quand même une allusion. Il y a une phrase, il le cite une phrase très très juste. Il dit que aussi, l'époque entre 1750 et 1850 a vu en France une floraison de talents scientifiques tout à fait extraordinaires, dont Lalande a fait évidemment partie, d'une part, et d'autre part... il dit que cette époque, très justement, que cette époque a vu l'organisation moderne de la science, c'est-à-dire une époque où la science s'est organisée en académie, non seulement à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale. Et c'est précisément ce siècle des Lumières, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu raconter ces étonnantes aventures d'astronomes, également pour ces raisons sociales et politiques qui replacent la science dans une très grande aventure humaine qui dépasse largement le seul enjeu de la connaissance. On verra qu'il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles vous choisissez ce siècle-là. Anne-Bernard Gély, alors ce roman, c'est vrai, c'est les Trois Mousquetaires, sauf qu'il remplace le collier de la reine par une sorte d'enjeu céleste. Oui, et puis il n'y a pas que les trois, il y a aussi une femme, Reine Lepôtre. Allez-y, alors dites-nous votre... D'abord, c'est vraiment un roman presque d'actualité. Il y a eu l'éclipse, donc le 11 août dernier, qui a vraiment passionné les foules. Moi-même, j'ai vraiment calé mes dates de vacances pour assister à cette éclipse. J'ai vraiment participé à cet engouement. Bon, il y a eu aussi les prédictions habituelles. Et dans votre livre, on retrouve ce même engouement, cette même ambiance, et c'est tout à fait amusant que 200 ans après... Il y en a même un auquel on peut s'identifier parce que lui, il l'a raté à cause des nuages, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Moi, j'étais en Lorraine. Le gentil, il faut dire les trois personnages. Voilà, présentez-nous un peu. Voilà, les trois personnages. Donc effectivement, il y a Lalande, qui est le narrateur. Je me demande si par moment, d'ailleurs, vous ne vous identifiez pas à Lalande un petit peu, d'ailleurs. C'est assez amusant. Pas du tout. Qu'est-ce que vous imaginez? Pas du tout. On va trouver les passages. Je vais vous trouver les passages. Donc il y a Chappe, donc c'est Jean-Baptiste Chappe qui a couru à travers le monde entier, la Sibérie et la Californie, le Mexique. Oui, pour voir ces deux éclipses de Vénus. Il faut voir qu'à l'époque les voyages étaient très très difficiles. Ça m'a beaucoup impressionné. Ces hommes traversaient les mers. Ils partent 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 11 pour le gentil. Et ils reviennent malades. Ou ils ne reviennent pas. Ouais, ou morts. Ils préparent les éclipses longtemps à l'avance. Donc c'est tout à fait impressionnant de voir toutes les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Et puis le troisième, c'est effectivement le gentil, qui passe 12 ans à Pondichéry. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve, c'est une équipe, ils forment équipe auprès de leur professeur, et il y a cette femme, effectivement, Reine Lepôtre, que d'ailleurs je n'ai pas retrouvé dans, bien sûr, Monsieur Lepôtre. Il y a deux horlogers, ça tout à fait connu. Reine, je ne l'ai pas retrouvé dans les scientifiques, mais c'est une excellente mathématicienne. A priori, j'ai regardé le Grand Larousse vous savez, le premier Grand Larousse de Pierre Larousse en 17 volumes, qui est ma Bible pour tout ce qui concerne le monde avant 1870. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et j'ai trouvé un article assez long sur Nicole Reine Lepôtre, qui est d'ailleurs remarquablement concordant. Vous l'avez lu? Je l'espère bien que vous avez trouvé Nicole Reine Lepôtre. Il y a Nicole Reine Lepôtre qui raconte toute sa vie, qui raconte même l'histoire de la fleur dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et je voudrais simplement vous lire ce qu'on dit d'elle, qui est assez extraordinaire. Madame Lepôtre était le démenti vivant de cette opinion, d'ailleurs souvent fondée, qui refuse aux femmes la faculté de concilier ensemble la science et la grâce, l'étude et les qualités domestiques. Elle était aussi bonne ménagère qu'excellente géomètre. Je trouve ça magnifique dans un dictionnaire. Voilà. Anne Bernard Gély, c'est un des thèmes du livre. On comprend que sans les femmes, c'est-à-dire sans les salons et sans leur connaissance, leurs compétences, sans les femmes, pas de lumière. Oui. Les femmes ont été le vecteur et surtout le travail d'équipe. Oui. Le travail d'équipe, elle est l'animatrice qui permet de faire travailler. Elle est l'animatrice, l'organisatrice de ces équipes, de toutes ces expéditions. C'est elle qui va chercher aussi des sous auprès de Louis XV pour effectivement organiser ces expéditions. Elle est fabuleuse. Oui. Alors, je peux vous dire qu'effectivement, sur le plan historique, toute la documentation que j'ai pu réunir met en scène des événements qui sont absolument authentiques. Il n'y a que les relations amoureuses entre les personnages qui ne sont pas historiques.
C'est assez bref. Mais il n'y a pas de... C'est assez juste aussi, hein. C'est assez juste aussi, justement, parce qu'il en dit peu, mais on comprend l'attrait profond quand même qu'éprouve Lalande pour cette Il faut dire que lorsque l'on lit la biographie astronomique de Lalande a écrit beaucoup d'éloges. Il a survécu à tous ses compagnons, à ses 4 personnages. Il a écrit leurs éloges funèbres. Et lorsqu'on lit l'éloge qu'il a fait de Reine Le Pot, on sent quand même un attachement extrêmement profond qu'il a eu envers elle. Alors c'est vrai qu'il l'a fait beaucoup travailler, notamment sur ce qu'on appelle le calcul des éphémérides, qui est un travail extrêmement ingrat, où elle en a perdu la vue. Elle a fait des milliers de calculs. Elle a fait des milliers de calculs, mais c'est elle qui est au cœur du calcul du retour de la comète de Halley. Oui, je vous en prie. Je crois que c'est très bien que finalement la passion soit pas trop exprimée, qu'on la sente bien. Mais elle est là quand même. Elle est là, elle est extrêmement présente. Hein. D'ailleurs, elle est dans le titre. Il y a un double rendez-vous, il y a 2 Vénus. Mais je pense qu'à la fois la passion pour Rennes et puis la passion aussi pour la recherche, pour les sciences, hein, tout ça fusionne. Hein, c'est un petit peu une même passion finalement. Mais disons que chez ces grands savants, la passion humaine reste mesurée et modérée parce qu'il y a d'autres enjeux et d'autres passions. Est-ce que c'est pas pour ça que vous avez choisi le 18e? Parce que justement, là, je veux dire, ils sont des apôtres de la science aimable. Ils sont de chair. Vous montrez que Clairaut, alors Clairaut, là aussi, celui-là, il n'y est pas. Hein, il n'y est pas chez vous. Alexis Clairaut, c'est quand même un personnage. Voilà ce que vous dites de Clairaut. Malgré ses 35 ans, l'inventeur du calcul des perturbations avait un aspect fort juvénile, même si des poches sous les yeux, une légère coupe rose et une tendance à l'obésité prouvaient qu'à l'évidence, l'éminent géomètre ne menait pas vraiment la vie austère que l'on prête volontiers aux savants. Tous ces gens-là, on les voit vivre, voyager, ils ont des... Et puis, quand ils voyagent, ils racontent leur histoire. C'est ça qui vous... Est-ce que vous n'avez pas la nostalgie un peu de ça? Du tout, je suis très heureux de vivre en mon époque. Ce qui a vraiment suscité le démarrage de ce roman, c'est l'histoire de Le Gentil, l'histoire de cette fleur qu'il a rapportée au terme de ses voyages, comme seul vestige de ses expéditions. Voilà. La Potia qui est devenue l'Hortensia. Et à partir de cette histoire de Le Gentil, que j'avais trouvée fascinante, eh bien, j'ai essayé de tirer un fil plus large et qui retrace toutes ces expéditions dans un contexte beaucoup plus vaste que, comme je le disais tout à l'heure, le seul enjeu scientifique, puisqu'il y a également les rivalités entre nations, essentiellement la France et l'Angleterre, les rancœurs, les jalousies entre nations, entre individus. Et les savants qui doivent aller en Sibérie ou dans la mer des Indes, ils doivent aussi affronter les boulets des ennemis. Cela dit, ils sont reçus par les chefs d'État, ils sont reçus par Marie-Thérèse, ils sont reçus par Catherine de Russie. C'est en ce sens qu'il peut y avoir une petite nostalgie de cette époque. Quand même. Il y a une nostalgie ou un regret qu'on peut avoir, c'est qu'il a failli se passer quelque chose à cette époque qui aurait changé le visage de la science et les rapports entre la science et la société, c'est l'implication des femmes dans la vie scientifique. On y revient. Ça a commencé. Il y avait aussi Madame Lavoisier qui a joué un rôle extrêmement important. Alors en fait, ce qui casse ça, c'est la Révolution française, malheureusement. Et précisément, il y en a eu après. Non seulement l'implication des femmes, mais l'implication de l'intelligentsia au sens large, l'implication des philosophes. Vous voyez que, outre ces astronomes mathématiciens, il y a une galerie de personnages très connus qui sont les Voltaire, les Diderot, les d'Alembert, qui participent à cette vie. Les salons de l'époque sont des salons où savants et philosophes se rencontrent pour discuter avec pertinence, et je dis bien pertinence, aussi bien de problèmes de science que de philosophie, que de mœurs et que de société. J'imagine mal aujourd'hui, dans nos cafés philosophiques, qui sont d'excellentes choses par ailleurs, ou nos bars des sciences, certains philosophes très médiatiques discutaient avec pertinence de la supraconductivité ou des modèles d'inflation chaotique dans le Big Bang. C'est cela qu'on a perdu. On voit bien d'ailleurs dans les caisses que ramènent chacun des voyageurs. Hein. Il y a en fait des fleurs, hein, on en parlait, il y a des cartes, hein, il y a effectivement des lunettes astronomiques, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a des mollusques. Ils écrivent leur journal de voyage. Est-ce qu'il y a un parallèle avec les rois mages? Je me suis posé la question. Moi, j'ai pensé plutôt les 3 mousquetaires, mais enfin... Oui, c'est plutôt les 3 mousquetaires. Et j'avouerai qu'en rédigeant la dernière mouture, je relisais Joseph Balsamo d'Alexandre Dumas. Ah, oui. Alexandre Dumas est l'un de mes modèles. Dumas, on sent que le côté cavalcadant... Alors, Anne-Bernard Gély, moi j'ai noté éloge appuyé des Lumières, donc on l'a dit, de la franc-maçonnerie, hein, c'est aussi l'époque où... La Lande est l'un des instigateurs du Grand Orient de la France. Et des jésuites, plus étonnant. Oui, un peu les moins, jésuites, un peu moins, mais il y a quand même. C'est-à-dire qu'il a été formé par les jésuites et il a commencé à être prêtre, parce qu'on lui a expliqué que pour penser de manière un peu irrévérencieuse, il vaut mieux être prêtre. Oui. Et il dit à un moment, on s'est peut-être trompé d'ennemi. Hein, il y a quand même un éloge des jésuites. Tout à fait. Et puis, alors bien sûr, des femmes.
C'est Maupertuis qui lui dit ça aussi, grand Louis Moreau, comment il s'appelait, Paul-Louis Moreau de Maupertuis, donc naturaliste et mathématicien, qui sur le Renseignement journée, lui dit la prussienne comprend tellement peu la langue française que quand on l'invite à s'asseoir, elle se couche. Voilà, il y a plein de petites choses. Je trouve que c'est un roman. Ça, c'est plutôt misogyne. Attendez, oui, ça c'est plutôt misogyne. Oui, au début, Lalande était un peu misogyne d'ailleurs. Il le dit. Et puis il a changé. À la fin, il dit. Je crois qu'elle me sut gré d'avoir aussi montré que ce sexe, que l'on dit faible, a tout autant d'aptitude à la science que nous autres, malgré les obstacles dressés devant lui. Donc c'est quand même une révélation pour lui. Hein. D'autant qu'il a continué ensuite, parce qu'il a fait travailler pour ses calculs, je crois, une de ses lointaines cousines. Dans sa... Tout à fait, il a fait travailler sa nièce. Sa nièce, oui. Alors, vous disiez, est-ce qu'il ne montre pas un peu le bout du museau? Moi, il y a une phrase quand même qui m'a pas semblé totalement innocente. Il fait dire ça à un personnage, évidemment, qui dit, je crois que c'est dans la joute entre d'Alembert et Éclairot, si je me trompe. Éclairot. D'ailleurs, d'Alembert, entre parenthèses, vous l'arrangez pas. Vous n'en faites pas un personnage d'Alembert. J'ai une immense admiration pour d'Alembert, mais alors là, non, attendez. N'oubliez pas que mon narrateur est Lalande. Oui, d'accord. J'ai respecté les opinions que Lalande a manifestées. Et Lalande est l'ennemi juré de d'Alembert. Il a remplacé d'Alembert dans la rédaction des articles scientifiques de l'encyclopédie. Alors voilà la phrase. Les astronomes seuls sont les vrais géographes. Les astronomes seuls sont les vrais géographes. Vous le pensez? C'est une position qui se tenait tout à fait à l'époque. Non, c'est plus tout à fait vrai. Mais à l'époque, c'était vrai. Car le grand problème de la géographie, c'était l'établissement des cartes et le calcul de ce qu'on appelle les longitudes. Et à l'époque, on ne disposait pas des chronomètres marins, inventés par Berthoud et par Harrison ensuite, pour déterminer directement les longitudes. Et donc, on devait faire des mesures astronomiques. Parce que ce qu'on entend sous géographe, compte tenu du contexte, ce sont les vrais aventuriers. Ce sont ceux qui risquent, ceux qui vont au-delà, les pionniers. Et puis il y en a qui meurent, et puis l'autre qui reviennent malades, etc. Lalande, lui, n'est pas un aventurier. Il reste à Paris pour les beaux yeux de tout le livre, il faut dire que le livre est écrit en 1806 et donc c'est un vieux monsieur couvert d'honneur qui est devenu un notable qui rend hommage à sa jeunesse, à ses amis de jeunesse. Il a eu tous les honneurs, mais effectivement, peut-être qu'à la fin, il se pose la question, est-ce que j'ai bien fait de faire ce grand voyage immobile alors que mes compagnons qui sont morts? Michel Lagré, vous avez lu le livre de... Bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui me frappe, c'est l'espèce d'international que forment ces savants qui franchissent les frontières au péril quelquefois de leur vie. Et je me disais quelquefois qu'il aurait fallu imaginer un transit de Mars plus que de Vénus, parce qu'ils sont souvent aux prises avec des problèmes de guerre. C'est ça qui me... C'est parce que je suis historien, évidemment, c'est sensible à cet aspect des choses. Ils évoluent au milieu d'un monde qui est en conflit, et en même temps, la longueur des trajets de leur voyage fait qu'ils sont toujours en décalage par rapport à la réalité. Mais vous savez que Mars ne passe jamais devant le Soleil parce qu'il est plus éloigné que la Terre. Alors, un beau livre donc, qui paraît chez Bourdas de Jean-Pierre Luminet et Serge Brunier, Éclipse, les rendez-vous célestes. Je vais montrer quelques... Alors c'est une excursion galactique. Alors c'est vrai que bon, depuis l'éclipse, vous êtes dans vous surfez sur une vague... assez porteuse, les photos sont très belles. Et puis il y a aussi des aperçus historiques. Voilà, c'est sur la façon dont les beau livre. Donc voilà, Jean-Pierre Luminet, Les poètes et l'univers, c'est une anthologie de poèmes. On trouve de Ponge à Buchanan, John Donne, Cicéron. Et les Odes de Claudel. Et les Odes de Claudel, absolument. Je sais que vous avez un faible pour Claudel.